On commence avec François Bayrou. Marc Vigneault, est-ce qu'il y a un changement fondamental dans ce que dit le Premier ministre? Non, d'après ce que j'ai entendu, j'ai pas vu le tout début, mais il n'y a rien de nouveau, c'est-à-dire qu'il nous répète ce qu'il a toujours dit. Il faut faire de la pédagogie pour que les Français comprennent, et donc je vous présenterai mon plan mi-juillet. En attendant, soyez patients, je ne vais pas lancer un ballon d'essai en l'air parce que ça ne nous a pas trop réussi, et donc tout le monde sera concerné afin qu'il n'y ait pas une partie de la population qui se trouve visée. Et la grande idée en ce moment chez les députés Renaissance et au Sénat, dans la majorité LR et surtout les centristes, c'est ce qu'on appelle l'année blanche. C'est-à-dire, en gros, pas de revalorisation de toutes les prestations, des retraites, ce qui permet de dire, bah voilà, on a pas stigmatisé par exemple les retraités, on fait participer tout le monde à l'effort, et après on rentre dans la négo, qu'est-ce qui peut faire l'objet d'une exception, parce qu'il y a quand même des prestations dont on sait ça baisse quand même un peu parce qu'il y a l'inflation qui n'est pas très élevée, mais voilà. Et donc ça permet de faire des économies un peu voilà, de façon moins douloureuse, parce que l'inflation est retombée, et donc on estime que ça va être plus absorbable par les Français. Il y a l'idée quand même qu'il ne faut pas brusquer les Français, Laurent Wronski, comme si, je ne sais pas, on n'avait pas conscience qu'il fallait que ça infuse longuement dans notre idée. Enfin, je ne sais pas, la Cour des comptes, ça fait combien d'années qu'elle répète la même chose sur la sécurité sociale? C'est-à-dire qu'on est conscient quand même, non, des problèmes? Ah bah écoutez, la Cour des comptes aboie et le déficit passe. Hein. Je veux dire, ça fait des années et des années qu'on alerte l'opinion publique, on alerte les décideurs. Je veux dire, c'est pas un phénomène nouveau. Je vous avouerai que c'est un petit peu agaçant, parce que je pense que sur le sujet, on n'a pas vraiment besoin de pédagogie. Tout le monde a compris ce qui se passe. Le problème, c'est le courage politique. C'est-à-dire que les solutions, on les connaît. On a eu les conciles, les rapports, les consultations, les concertations. On a tout eu. Les sujets sont connus, on sait ce qu'il faut faire, et ce qui est bon pour le pays n'est pas forcément ce qui est bon pour les politiques. Donc on n'a pas besoin, je dirais, de pédagogie, les gens ont compris, simplement, tout le monde regarde un petit peu le ciel en se demandant sur quelle tête le missile va tomber. Alors ce qu'on espère, c'est que ça ne va pas tuer, si vous voulez, la croissance économique du pays, qui est déjà pas brillante, et puis deuxièmement, on est quand même en pleine guerre commerciale. Et quand je dis guerre commerciale, c'est pas juste, si vous voulez, les tarifs, c'est aussi toutes les mesures qui ont commencé sous Biden avec l'IRA, qui est une arme de réindustrialisation massive, où on risque l'exode fiscal des entreprises. On va reparler des États-Unis, mais Mathieu Plane, sur la sécurité sociale, quand on voit qu'on était à 15 milliards, qu'on va monter à plus de 20 milliards, les chiffres ont plus de sens, quoi. Alors si, ils ont du sens, justement, mais ils ont même beaucoup de sens. La question, effectivement, bon, François Bayrou en a parlé, hein, il dit qu'il est face à une falaise, comment il a dit déjà, avec le budget, l'Himalaya budgétaire, exactement. Donc ça représente quand même un effort assez considérable. Mais quand je dis que ça n'a plus de sens, c'est comment on peut en arriver à un tel écart entre 2 ans sans crise sanitaire, entre-temps, il y a le Covid, mais là, c'est pas le Covid qui joue. Et donc, c'est vrai que ce qui est quand même intéressant, c'est de voir qu'il y a deux choses. Hein. D'ailleurs, le rapport le montre bien, c'est qu'il y a effectivement une dérive structurelle de la dépense. Du côté, c'est plutôt la santé, hein, en fait. Hein. Sur les retraites, c'est moins le cas. Donc, il faut voir que c'est quand même là que c'est beaucoup sur la santé. Que là-dedans, effectivement, il y a un certain nombre de phénomènes, mais il y a le phénomène du vieillissement. Mais il y a aussi, par exemple, on parle beaucoup de la question des remboursements des transports, hein, qui ont beaucoup augmenté. Si on prend la dépense de l'ONDAM, qui est effectivement l'objectif de dépense de l'assurance maladie, on est passé de 200 milliards en 2019. Aujourd'hui, on est à plus de 250, je crois, milliards. C'est-à-dire qu'on a quasiment une hausse de 30% en l'espace de 5 ans, ce qui est assez considérable. Donc ça, c'est l'aspect dépenses. Et puis du côté recettes, c'est pareil. Il y a quand même eu plutôt des mauvaises nouvelles du côté de la croissance. Et donc vous avez moins de recettes fiscales. Et deuxième point, ce que met aussi en avant quand même la Cour des comptes, parce qu'il faut tout lister, c'est aussi la forte augmentation des exonérations de cotisations patronales, qui sont passées aujourd'hui à quasiment 77 milliards, qui ont été quadruplés depuis 2014. Alors avec un intérêt qui est d'alléger le coût du travail, mais en raison de la pyramide et de la structure de ces exonérations, si vous avez beaucoup de recrutement au niveau du SMIC ou sur les faibles salaires, vous avez assez fatalement une augmentation de ces exonérations, y compris sur les phénomènes d'indexation, parce qu'on a vu avec l'histoire du SMIC que c'est l'indexation est sur le SMIC et que ça a créé un tassement des salaires vers le bas, ce qui a augmenté les exonérations aussi de cotisations. Donc il va falloir mettre tout sur la table. Alors peut-être que François Bayrou, c'est ce qu'il est en train de dire tout de suite, avec un programme pluriannuel, parce que la Sécu, on parle de 20-25 milliards, mais si on doit redresser les comptes publics dans leur ensemble, c'est plus de 110 milliards qu'il faut trouver.
C'est plus de 110 milliards annuels. Hein. Et ça, c'est hors effort de défense et hors effort pour la transition énergétique. Donc là, la Sécu, on parle de 20-25 milliards. Donc c'est un aspect du problème, mais ce n'est pas l'ensemble du problème. Donc il va falloir un plan général extrêmement dur, qui va être dur, qu'il va falloir faire accepter. Et moi, j'allais dire la nouveauté, peut-être je n'ai pas tout entendu de ce que dit François Bayrou, c'est qu'au début, il a dit on va redresser les comptes publics, mais on ne va pas toucher aux classes moyennes, on ne va pas toucher aux retraites, on ne va pas toucher aux impôts, etc. Là, je n'ai pas l'impression que ce soit le même discours. C'est-à-dire que tout le monde va devoir faire un effort. Il dit ça. Et donc tout le monde va faire un effort, ça veut dire que tout est possiblement sur la table. Après, dernier point, mais la question qui est un peu fatale dans cette histoire, c'est qu'elle est politique. C'est-à-dire qu'avoir un plan ambitieux de redressement des comptes publics, il faut un soutien politique fort. Et j'allais dire, aujourd'hui, la grande difficulté de la France, c'est ses comptes publics. Et son Assemblée. Et son Assemblée nationale. Et les deux font pas bon ménage. Donc, il peut s'exposer, effectivement, avec un plan comme ça, à un risque de censure. Donc, il faut le faire accepter aussi. Marc Vigneault. Alors, sur la sécurité sociale, on parle de 15 milliards de déficit en 2024, 22 en 2025. On pourrait se dire, finalement, c'est pas beaucoup. Parce que quand on regarde les chiffres du déficit de l'État, c'est des chiffres qui sont bien plus importants. Donc en fait, pourquoi c'est grave le déficit de la sécurité sociale et pourquoi la Cour des comptes alerte de plus en plus chaque année? C'est que la sécurité sociale, normalement, n'est pas censée faire de déficit. Et qu'à partir d'un certain moment, au début des années 90, la sécurité sociale a commencé à faire du déficit. Et là, les législateurs, tous les bords confondus, ont dit ce n'est pas normal, c'est une période exceptionnelle, on va créer une caisse de remboursement de la dette sociale et on va mettre des recettes dans cette caisse de remboursement de la dette sociale et puis on va éteindre cette dette sociale assez rapidement. Dès que ça va mieux, on éteindra cette dette sociale. Et bien depuis, il y a des déficits quasiment de façon continue. Et donc là, en fait, le problème, c'est qu'on réaccumule de la dette sociale alors qu'on n'a pas du tout remboursé celle qui est dans la Cades. Et donc, on va devoir peut-être prolonger la durée de vie de cet organisme qui nécessite des rentrées fiscales pour rembourser cette dette. Et c'est pour ça que les gens s'inquiètent du déficit de la sécurité sociale. Parce qu'un système normalement assurantiel, où vous avez les cotisations qui payent pour les prestations, et c'est pas là que vous êtes censé faire du déficit d'investissement. Parce qu'un déficit, ça peut être positif si vous faites de l'investissement, si vous augmentez votre croissance potentielle pour l'avenir, etc. Ça vous permet de vous endetter, mais pour de bonnes raisons, et que votre endettement finisse par être soutenable, puisque ça va générer de la croissance économique. Là, c'est pas du tout le cas. Et donc, c'est pour ça que le déficit de la sécurité sociale pose problème, même si c'est pas la première masse. C'est la première masse pour les dépenses. Ça représente à peu près la moitié. Les dépenses sociales, c'est la moitié des dépenses publiques en France. Donc, on voit bien que si on enlève les dépenses sociales du champ où on veut faire des économies, ça sera extrêmement dur de réaliser des économies. Je reviens aux pistes. Arrêter avec les allègements des cotisations sociales. Ça, c'est quand même un choix. C'est-à-dire qu'on a choisi à un moment donné de faire en sorte que sur l'emploi, ça aille mieux, on soit plus libéré et que les patrons puissent embaucher par rapport aux dépenses sociales. Est-ce que ça a un impact direct si on revient dessus, Laurent Wronski ? Alors, pour nous, non. Pour quelle raison ? Parce que les allègements de cotisations sociales, c'est surtout pour les bas salaires. Bon, l'industrie qui survit, c'est l'industrie à très forte valeur ajoutée. Donc nous, des gens au SPIC, il n'y en a pas chez nous. Donc on n'est pas concerné par le sujet. Mais effectivement, comme vous le dites fort justement, c'est un choix de société. C'est-à-dire que c'est une spécialité française. C'est-à-dire qu'on pond une loi, et puis alors on se rend compte qu'elle est néfaste. Donc on crée une espèce d'antidote hyper compliqué pour neutraliser les effets de la loi, mais en facial, on n'a pas changé la loi. Exemple, les 35 heures, où on a créé une usine à gaz qui est tellement compliquée, il a fallu 15 ans pour la comprendre et la mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, les chefs d'entreprise eux-mêmes ne veulent pas qu'on y touche, parce que c'est une espèce de truc ultra compliqué. Donc ça, c'est la première chose. Mais dans les mesures annoncées, qui finalement corroborent ma crainte, où tout le monde regarde le ciel en se demandant sur quelle tête le missile va tomber, mais déjà, et ça c'est un thème transverse sur toute la dépense publique, c'est réfléchir à l'efficacité de la dépense publique. Alors je sais que d'aucuns nous disent toujours, oui, mais l'État c'est pas une entreprise. Mais si, il y a des sujets où on peut travailler sur l'efficacité de la dépense publique, évidemment. Et là, la fraude sociale, qui est maintenant un mot acceptable, mais c'est très récent, très très récent. Avant, il n'y a pas de fraude sociale. Ça n'existait pas. Bon. Nous, les chefs d'entreprise, on y assistait régulièrement. Les arrêts maladie qui, comme par hasard, interviennent le vendredi ou le lundi. Alors, je sais que depuis le Covid, les virus sont plus intelligents. Mais il y a eu une explosion des arrêts maladie depuis le Covid. Ouais. Bon, ça coûte un argent absolument phénoménal. La fraude sociale, globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est 13 milliards d'euros. C'est pas rien. Et après, il y a des tas de choses qu'on peut faire intelligemment. Et aujourd'hui, on est tous connectés. On a tous des tas d'appareils électroniques.
il y a des tas de choses qu'on peut peut-être faire chez soi. On n'est peut-être pas obligé d'engorger les hôpitaux. Vous voulez mettre 2 malades dans un taxi qui vont au même endroit. Je le sens, je le vois venir. Si vous voulez, Laure, je pense qu'on peut faire des choses intelligentes qui peuvent coûter moins cher et qui peuvent donner un service meilleur. Oui, mais on veut pas. La question, elle est là, Mathieu Plane. Est-ce qu'on est condamné à l'accident de crédit ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est condamné à aller... Bah oui, mais est-ce qu'il faut attendre à l'accident de crédit ? Mais est-ce qu'on est capable de faire des réformes sans avoir des taux obligataires qui explosent ? C'est pas la condition numéro 1 pour faire quelque chose, c'est pas d'abord les taux qui explosent et après on fait quelque chose. Honnêtement, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas parce que ce n'est pas un épisode qui est très sympathique pour un État et un pays, c'est clair. Y compris d'un point de vue politique et démocratique. Mais c'est vrai qu'il faut se réveiller. Il faut se réveiller. On le voit d'ailleurs. C'est un peu ce double discours qu'on a. C'est-à-dire que d'un côté, on dit la situation est catastrophique, voire même on risque de finir avec un accident de crédit potentiellement à la grecque, etc. Et à chaque fois qu'il y a une mesure sur la table qui représente quelques centaines de millions, on dit bah non, on la prend pas parce que c'est impopulaire. Si on est dans cette situation-là d'un risque de crédit, on va même plus parler de popularité, d'impopularité. Je veux dire, des pays qui sont retrouvés confrontés à ce risque de crédit prennent des mesures, mais extrêmement radicales. On n'est pas là à parler de quelques niches fiscales. On a baissé de façon radicale les prestations de retraite, on a augmenté fortement la TVA, la retraite etc. à 60 ans pour certains, donc je me dis qu'on est quand même très loin des économies. Alors c'est la politique, c'est effectivement la question de la politique. Après, c'est vrai que pour le moment, les marchés ne s'inquiètent pas plus que ça. On a eu cette petite alerte lors de la dissolution, mais c'est un peu retombé. Moi, je pense que le risque, il peut revenir effectivement à l'automne avec le budget, s'il y a une nouvelle censure, typiquement. Il y a le budget ou alors une dissolution. Je veux dire, on n'écarte pas une dissolution. Moi, je pense que le champ des possibles, en réalité, il est politique. Il est politique, et donc là-dessus, quelle est la stratégie de chaque politique, de chaque gouvernement pour redresser les comptes publics ? Si vous avez quelqu'un qui arrive, une personne, ou en tout cas un parti qui arrive au pouvoir et qui n'a pas du tout une vision sérieuse, on va dire, de la politique budgétaire, tout est possible. Pour le moment, j'allais dire, on n'est pas dans cette situation parce que la France... Là, on a un plan pluriannuel dans lequel on va faire comprendre aux Français qu'il y a un problème sur les finances publiques. Mais la France a malgré tout, heureusement, et c'est pour ça qu'on n'est pas la Grèce, des atouts. C'est-à-dire qu'on a une épargne qui est massive, on s'est élevé l'impôt, on a l'agence Trésor qui gère bien la dette, on est au centre de l'Europe, on est la deuxième puissance économique de la zone euro. Tout ça fait qu'on n'est pas quand même la Grèce. Et heureusement, mais on est en train plutôt de devenir un peu comme l'Italie. Et la question, c'est qu'après, le mouvement radical, l'accident de crédit, pour moi, il passe par un accident politique. Peut-être qu'on mettra là aujourd'hui plus de temps à redresser les comptes publics, mais il y a quand même la volonté de redresser les comptes publics. Ce que je veux dire, c'est maintenant, on n'a pas la solution. Il va falloir une assise politique plus forte. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui peut être inquiétant. Est-ce qu'il faut attendre que la prime de risque augmente pour avoir des décisions dures ? Mais attention, les décisions dures se traduisent, au moins à court moyen terme, par des impacts économiques et récessifs très importants. C'est-à-dire que là, l'idée est quand même de redresser les comptes publics sans détruire notre économie. Là, on parle de réindustrialisation, de transition, d'innovation. Je veux dire, là, quand on fait ça, on arbitre sur rien du tout. Marc, sachant qu'en plus, on va avoir l'Allemagne qui va émettre pas mal de dettes sur les marchés financiers, qui va arriver direct en concurrence. Donc, je parlais d'accident de crédit. Christian Chavagneux, cette semaine, lui, pensait que ça pouvait arriver notamment à ce moment-là, au moment où il y aura une concurrence, parce qu'aujourd'hui, on achète de la dette française parce qu'il n'y a pas assez de dette allemande. Est-ce que là aussi, on va pas avoir un petit warning ? C'est très difficile de savoir comment les marchés vont réagir. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, moi, j'ai de plus en plus, en tant que journaliste, j'ai de plus en plus d'interlocuteurs qui me disent on ne voit pas dans la situation politique comment, sans tension, sans parler d'accident de crédit, mais sans tension sur les taux, comment on va arriver à se mettre d'accord pour un plan. Grosso modo, vous avez la gauche qui vous dit c'est un problème de recettes. Et donc, on va aller chercher toutes les solutions qui ressemblent à ce que dit la Cour des comptes, par exemple, quand elle dit qu'il faut intégrer la participation et l'intéressement dans l'assiette de cotisation sociale pour la Sécu. Et puis la droite et le centre qui vous disent c'est un problème de dépenses, on a laissé dériver notre modèle social et donc nous, on veut contenir les dépenses. Et la gauche, à chaque fois qu'on nomme une dépense, dit ah ben non, c'est une dépense qui va chez les gens, on en a besoin et elle est nécessaire et donc on ne peut pas y toucher. Et donc vous avez ce blocage-là. Et donc, on se dit effectivement, dans
quel est l'événement qui va faire qu'il va se passer quelque chose. Et je ne suis pas sûr que ça viendra tout seul du Parlement par des politiques beaucoup plus responsables. Et moi, je voulais revenir sur l'idée que la Cour des comptes dirait on peut reprendre des exonérations de cotisations sociales. Bon, d'ailleurs, à partir de maintenant, les salaires commencent à réaugmenter un peu plus vite que l'inflation. Donc, on peut espérer que les allégements de cotisations sociales sur les bas salaires diminuent un petit peu, puisque les salaires augmentent plus vite par définition que l'inflation. Donc ça, c'est une première chose. Et après, si on regarde les comptes de la sécurité sociale, il y a 5,5 milliards de charges d'allègement de cotisations qui ne sont pas compensés par l'État. Pour l'instant, il y a une partie du déficit de la sécurité sociale qui est pris en charge par l'État, parce que l'État a dit « j'ai besoin d'une politique de création d'emplois, je fais des baisses de charges, notamment sur les bas salaires, et donc je vais les compenser à la sécurité sociale ». Et il le fait pas. Sur 15 milliards, il y a 5 milliards qui ne sont pas compensés à la sécurité sociale, mais à un moment, le budget de l'État était extrêmement déficitaire, et il y a des tuyaux branchés de partout sur la sécurité sociale. Donc voilà, l'enjeu sur, en tout cas, les allègements de charges, c'est 5,5 milliards. On a vu l'année dernière, quand le gouvernement a décidé d'augmenter un peu les charges sur les entreprises, que c'était un énorme problème dans la situation telle qu'elle est dans le monde, avec la concurrence des États-Unis et la concurrence de la Chine. Et donc, il y aura une forte opposition, évidemment, des entreprises qui ont pris un impôt exceptionnel. Les très grandes entreprises ont pris un impôt exceptionnel un IS exceptionnel. Et donc, de 8 milliards, ça pèse quand même mal lourd. Donc maintenant, évidemment, le MEDEF, notamment, dit l'année prochaine, pas de hausse d'impôt sur les entreprises, et c'est un discours que reprend beaucoup le gouvernement. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait... on ne va pas toucher aux allègements de charges. Voilà, ça m'étonnerait qu'on touche aux allègements de charges. Il pourrait y avoir des surtaxes. Laurent Wronski. Si vous voulez, je ne partage pas l'optimisme de Mathieu Plane. Oh là, j'étais pas optimiste. Chouette, ça va nous faire un débat. Non, mais j'étais pas très optimiste. Non, mais ce que je veux dire, j'imagine. C'était modéré, c'était quand même. Ah oui, modéré. Je suis pas mais si vous voulez, il y a cette, comment dirais-je, il y a cette espèce, ça dure depuis des décennies où, si vous voulez, on dit souvent, écoutez, on joue à se faire peur. Finalement, la France est un pays riche, on s'en sort toujours, on aime bien le pathos, on aime bien se rapprocher le plus possible de la falaise. C'est là qu'on commence à avoir les idées claires et qu'on prend des décisions lucides. Alors là, je pense que, si vous voulez, on commence à arriver vraiment à la fin de l'histoire. Parce que moi, les comptes publics, je les connais. J'ai pas des solutions miracles. Mais je veux dire, là, ça commence à faire beaucoup. 3 700 milliards de dettes, ça donne mal à la tête à une aspirine. Il n'y a pas besoin d'être un grand financier pour se dire que si on a des taux qui remontent, et moi je fais partie de ceux qui pensent que les taux vont remonter, le service de la dette va être insoutenable. Et donc la question éternelle, c'est toujours la même, c'est qui paye ? Et je pense, et je partage tout à fait votre opinion, si demain il y avait un incident technique sérieux, je veux dire, ça peut générer des troubles sociaux sérieux. Et donc, je fais partie de ceux qui pensent que malheureusement, les solutions sont connues. C'est ce que je disais en début d'émission. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est vraiment de courage politique. Et forcément, pour réduire la dépense publique, il va falloir faire des choix qui vont être impopulaires. Mais toute la question est de savoir, vous voulez faire des choses qui sont bonnes pour le pays ou des choses qui sont bonnes pour vous ? C'est l'essence même de la politique. Ouais. Avec des gens qui sont toujours d'accord pour réformer les autres. Il y a Mathieu Plane, l'optimiste, qui voudrait nous... Oui, non, moi je me sens pas très optimiste en disant ça, mais bon, non, juste sur la structure des choses. D'abord, c'est vrai que les marchés valorisent pas pour le moment du tout un défaut. Absolument. Et donc, pourtant, cette information existe. Donc, il y a des raisons à ça. C'est vrai que même si moi je suis inquiet, pour le coup, je suis inquiet sur les risques aujourd'hui face auxquels on est pour redresser les comptes publics et le risque politique qui peut nous amener effectivement à une hausse de la prime de risque. Pourquoi en fait, là-dessus, je dis effectivement, il y a une solidité économique de la France qui n'est pas celle de la Grèce. Et pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'épargne. Et en fait, cette épargne-là, quand vous regardez d'un point de vue macroéconomique, fait qu'on n'a pas un déficit extérieur important comme les pays qui ont fait défaut. Et c'est ça, c'est juste un agrégat macroéconomique. Mais ça veut dire à un moment donné qu'il va falloir mobiliser l'épargne pour financer notre dette, c'est tout. Mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut, au fond. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que les marchés restent encore assez conciliant. C'est capacité à lever l'impôt et épargne. Voilà, épargne. Et voilà, on a ça. Et voilà. Et alors que, par exemple, les États-Unis, eux, ont le dollar, mais eux, pour le coup, ont le double déficit, un déficit extérieur très fort, un déficit public important, et effectivement des besoins de financement importants venant de l'extérieur. Alors, on n'est pas du tout les États-Unis, je veux dire, on n'a pas le dollar, etc. Mais quand même, si vous regardez d'un point de vue agrégé, ce qui s'est passé depuis 2019, je rappelle 2019, on est à 2,4% de déficit public. Donc, on n'était pas dans une situation qui était gravissime du tout. Et ben aujourd'hui, quand vous voyez les choses, en fait, notre déficit a augmenté
de plus de 3 points de PIB, donc ça représente près de 100 milliards, hein, c'est les fameux 100 milliards qu'il faut trouver, mais la capacité d'épargne et de financement des ménages a augmenté de l'équivalent. Donc en fait, si vous voulez, vous avez un espèce de... Et c'est que le déficit est parti dans l'épargne. Une partie est partie, en tout cas d'un point de vue macroéconomique, et quand vous regardez de façon agrégée, donc une façon de faire, c'est qu'il faut que le déficit public se réduise, mais il faut que les ménages épargnent moins aussi, quelque part, pour relancer et soutenir l'activité et la consommation. Oui, mais comme elles ont peur de devoir payer le déficit public... Oui, mais on public, ne va pas s'en sortir, mais du coup, on va tomber en récession. On va tomber en récession. Le taux d'épargne américain est à 4,5, on est à 18,5. On est à 18,5. Alors j'allais dire, effectivement, l'État a tendance à être cigale, mais les ménages français sont trop fourmis. Il faut qu'on trouve une forme de rééquilibrage si on veut arriver à réduire le déficit sans conduire à une récession. En tout cas, ce qu'on fait, nous, dans cette émission, du point de vue de l'épargne des Français, c'est pas très bon, parce qu'on est assez pessimiste, et donc les gens ont peur, et c'est Moi, je vais aussi acheter de pour l'or, ça. je vous préviens, à la pub, pour ça qu'ils j'achète de l'or. C'est pour ça que les gens épargnent, donc il faut aussi essayer d'être un peu optimiste. On n'est pas condamné à avoir un problème sur la dette publique, etc., mais il faut que les politiques réalisent ça et arrivent à trouver un consensus au Parlement. Laurent, avant la pub. Oui, écoutez, que le bon Dieu vous entende, parce que moi j'ai mis ma casquette Croissance Plus, ça fait 25 ans qu'au titre de Croissance Plus, on fait des propositions apolitiques. Vous en avez marre de répéter ? Écoutez, au bout d'un moment, ça veut dire qu'on pousse la pierre, on arrive un tout petit peu en haut de la colline, puis après, hop, ça change de gouvernement, hop, ça redescend, et on répète les mêmes choses. Pas depuis 15 jours, hein, ça fait 25 ans que ça dure. Donc pour ça, je dis que le bon Dieu vous entende. Bon, il y a certaines personnes